Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'une piste enthousiasmante pour fédérer les collègues en entreprise autour du déchet, le World Cleanup Day. Pour cela, j'ai invité le président fondateur de l'association, Julien Pilette. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes un personnage multicasquette, expert en ESS. Vous avez créé la société GECO il y a quelques années, qui est en charge de récupérer des huiles de cuisson pour les transformer en biocarburants. Vous êtes aussi investi au niveau politique pour porter votre voix sensible à l'environnement en tant qu'élu à la ville de Lille, notamment sur la thématique de l'économie circulaire. Homme de conviction, vous apportez votre temps, compétences, énergie au World Cleanup Day en créant l'association en 2017. Alors c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Julien, avez-vous quelque chose à ajouter à ma présentation? Pouvez-vous nous présenter un petit peu plus de l'association du World Cleanup Day? Oui, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est très vaste et très complexe. Sur le World Cleanup Day, c'est une dynamique qui est mondiale et où surtout ce qu'il faut bien spécifier et qu'on spécifie à chaque fois, c'est qu'on n'invente rien. Le fait de ramasser des déchets et d'organiser des ramassages de déchets, ça a existé depuis des dizaines d'années sous multiples formes. Et la nouveauté qui est arrivée en 2018, c'est que le monde entier a décidé de se synchroniser sur une seule journée parce que c'est une problématique qui est mondiale, les déchets n'ont pas de frontières. Et donc ça vient d'Estonie, où un mouvement existait national chaque année. Ça s'est déplacé dans plusieurs autres pays de l'Est et puis au fur et à mesure, la synchronisation qui a été programmée le 15 septembre 2018. Et à cette occasion-là, en France, on n'avait pas de dynamique suffisante pour dire on va faire participer la France à ce mouvement mondial. Et donc nous, on s'est regroupé à plusieurs personnes et puis on s'est dit chiche, on va le faire. Et donc on a créé l'association World Cleanup Day France, pour laquelle on a relayé le mouvement mondial sur le territoire français, tout simplement. Ok. Et qu'est-ce qu'on y fait au World Cleanup Day? Est-ce que vous pouvez préciser en gros ce que c'est concrètement et comment peut-on participer à World Cleanup Day? Comment ça s'organise? Alors le World Cleanup Day, c'est encore une fois une journée de synchronisation. C'est le 3e week-end de septembre où on se concentre sur ce sujet-là. L'idée pour nous n'est pas, on n'est pas des geeks entre guillemets du déchet ou du déchet dans la nature. C'est pas toute l'année où on se met à ramasser. C'est de se dire, on a un moment donné où dans notre planning, dans notre vie, dans laquelle on doit être heureux à faire plein de choses, où on parle de ce sujet-là. Et nous, on se concentre sur un des week-ends de l'année où on invite la population de se synchroniser avec toutes les cultures du monde, toutes les religions, toutes les fuseaux horaires, pour se dire, aujourd'hui, on est tous synchro pour se dire, on a un vrai sujet. Et donc notre sujet à nous, c'est de synchroniser les gens pour les mettre en avant parce que il y a des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, mais qu'on ne voit pas. Et donc on imagine qu'il n'y a pas de déchets sur les plages, mais en fait s'il n'y a pas de déchets sur les plages en France, c'est parce qu'il y a des gens qui les ramassent. Et ils savent pas forcément communiquer. L'objectif du World Cleanup Day, c'est de mettre en lumière par l'action tout ce qui existe. Alors d'un côté, nettoyage des déchets, et surtout de l'autre côté, mise en place de solutions. Donc nous, on est là pour sensibiliser au sujet en disant, vous savez, la planète est dans un sale état à cause des déchets qu'on retrouve dans la nature. C'est issu des activités humaines. On ne vise pas une personne ou une autre, ou une structure ou une autre. On dit c'est un problème global de société et de culture, et tous les sujets doivent avancer. Donc toutes les personnes, les entreprises, les politiques qui sont sensibles à cette problématique s'en emparent à l'occasion du World Cleanup Day pour dire on fait une action concrète et c'est l'occasion de parler de solutions aussi concrètes.
Donc ceux qui font du zéro déchet expliquent que pour que ça n'arrive plus, on peut mettre en place plus de zéro déchet. Il y a des entreprises qui disent moi j'ai supprimé les emballages, donc c'est l'occasion d'organiser un clean-up pour supprimer les emballages. Et il y a des entreprises qui se sont dit on va essayer de faire avancer les sujets, on en parlera dans notre entreprise en faisant un clean-up concret pour faire du team building, de fédérer les gens. Il y a 1000 manières de le faire. On se fait fort que ce soit une fête, un amusement, c'est très important. On n'est pas là pour ramasser la merde des autres. C'est pas vraiment l'approche qu'on a, parce que c'est les critiques qu'on a en disant voilà, c'est pas moi qui l'ai jeté par terre, donc c'est pas moi qui vais le ramasser. On est là pour se dire on veut faire partie de la solution, et si on n'agit pas et qu'on regarde et qu'on râle, il se passera rien du tout. Donc on y va, on va à la fête, on fait des barbaques, on fait des concerts, on a des partenaires musicaux, etc. Donc il y a vraiment, c'est à un moment donné festif pour qu'on avance vers un meilleur sur cette thématique-là. Et donc ça c'est très important. Et surtout on n'est pas clivant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, on a une approche très positive, on n'est pas en train de dire l'ennemi c'est lui, le danger c'est ça, on n'est pas là pour faire du lobbying en montrant du doigt les mauvais faiseurs. On laisse faire ça à qui veut, et c'est comme ça qu'on fédère des gens qui sont complètement différents. On a des chasseurs autant que des véganes qui participent. Ils ont évidemment pas le même discours derrière en disant c'est la faute de qui, mais ça c'est leur problème et c'est leur discours. Mais l'important c'est que tout le monde se dise on a ce problème-là. À partir du moment où tout le monde est d'accord sur le constat, on fait avancer le résultat et nous on croit à la démocratie. Plus on en parlera, plus les solutions intelligentes auront de la chance d'émerger, et dans tous les cas la société fera le tri entre le greenwashing et puis la réalité des problématiques. Alors, parlez-nous du World Cleanup Day au sein des entreprises. Comment ça se passe concrètement? Que peut faire une entreprise pour lancer un World Cleanup Day au sein de sa structure? Est-ce que vous avez des exemples de réalisation aussi à témoigner? Alors, juste un petit peu sur la sémantique, c'est le World Cleanup Day, c'est l'événement mondial, et les événements qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle des clean-up, donc des opérations de nettoyage. Donc en fait ces clean-up, ils peuvent être organisés par exemple par des entreprises, et l'entreprise peut avoir différentes manières de s'en emparer. Elle peut s'en emparer en disant je propose à un client d'organiser un clean-up, je propose à un team building de se faire, donc avec mes collaborateurs en interne, en disant on va nettoyer le parking, on va nettoyer les alentours de l'entreprise ensemble, et c'est l'occasion de faire du team building, donc se fédérer, on se croise tout le temps dans les couloirs mais on n'a jamais rencontré, donc c'est l'occasion de faire du social entre nous, d'apprendre à se connaître. C'est l'occasion, la RSE, de faire connaître des actions aussi, par intermédiaire de ce genre d'actions, en l'intérieur de l'entreprise. C'est l'occasion de l'ouvrir aussi à d'autres. C'est pas forcément que tourner vers le client, ça peut être à l'intérieur de l'entreprise, mais on accepte les autres à l'intérieur de cette opération. Ça peut être avec des clients, comme je dis, ça peut être avec des fournisseurs, ça peut être avec des partenaires, ça peut être avec son banquier, ça peut être avec des autres dirigeants. On fait des clean-up qu'on appelait le clean-up de décideurs, où on prenait des grands dirigeants d'entreprise, on leur disait on va ramasser la merde concrètement, on va arrêter de discuter, et vous, qui êtes payé très cher et qui avez des grosses responsabilités, vous allez vous baisser pour ramasser les déchets. Donc là on l'a fait, ils ont accepté de participer. Il y avait des dirigeants aussi politiques qui étaient dans le coup de ce clean-up de décideurs, mais voilà, donc ce qui fait qu'on a voulu que tout le monde à tout niveau dans l'entreprise puisse s'engager. Et l'objectif, c'est de la sensibilisation, encore une fois, par action, parce que quand les gens travaillent et ont la tête dans le vide dans leur boulot, quand ils sortent, qu'ils côtoient dans un moment festif les collaborateurs, et puis qu'ils se mettent à ramasser en disant mais c'est vraiment dégueulasse ici. Waouh! Et en fait, la première fois qu'on fait un clean-up, la semaine suivante, on scanne le sol avec on voit des déchets partout. Et l'important c'est ça, c'est qu'on veut qu'on revoie les déchets. Ce qui fait que quand on retourne au boulot, puis qu'on vous dit bon alors comment on va faire le packaging du nouveau produit, et on espère que les gens se mettent à réfléchir en disant j'ai fait un clean-up, j'ai vu des plastiques dehors qui servent à rien, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une étiquette, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les morceaux de plastique, et c'est ça qu'on cherche à faire avancer pour que à l'intérieur des structures, voilà, les gens qui ont des choses à proposer soient mieux accueillis. C'est pour ça qu'on a voulu faire un clean-up de décideurs, la RSE et ainsi de suite. Et faire avancer le sujet. Et nous, on contrôle plus à ce moment-là. Nous, l'idée, c'est que on lance une dynamique et après, chacun s'en empare comme il a envie de le faire. Donc, un petit employé qui n'a pas un grand pouvoir de décision lève la main dans son entreprise et dit moi, j'organiserais bien un clean-up à l'occasion du World Clean-up Day. Est-ce que je peux le faire au nom de l'entreprise? On lui dit ok, vas-y. Et en fait, il peut avoir un pouvoir énorme parce qu'il va réussir à mobiliser plein de gens qui vont s'y intéresser, qui peuvent venir avec leur famille aussi. Souvent, on fait venir les familles dans les clean-up de l'entreprise.
et puis ça se met à avoir de l'impact. Et là, on se met à avoir du pouvoir, même si on n'a pas de pouvoir dans cette hiérarchie. Et vous avez en tête des exemples d'entreprises qui se sont saisies du sujet et qui ont eu des répercussions intéressantes après? Il y en a énormément, et c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est que on n'en sait rien en fait de la suite. C'est que le sujet nous échappe complètement. Et de temps en temps, on croise des gens en disant ah bah oui, il s'est passé ça, et puis quand on tire, on se rend compte que bah ça a germé à l'occasion du Rock'n'Roll Day, que ça a permis d'en faire plus. Mais en fait, on peut pas tenir un carnet sur tout ce qui se passe. Alors oui, on a fait des clean-up à la Défense, dans les grandes tours en pied de la Défense, avec les politiques étaient là à cette occasion-là aussi. Les grands dirigeants sont descendus des tours pour nettoyer les négos qu'il y avait à la Défense, et ainsi de suite. Derrière, il y a eu des trucs qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas, mais ils ont supprimé les gobelets dans les tours, dans les appareils, dans les distributeurs, et des petits trucs comme ça qui peuvent être, mais qui sont les premières étapes, voilà. À la Défense, il y avait Allianz, par exemple, il y a la Massif aussi qui participe beaucoup à Paris, qui s'est énormément engagé sur l'Europe Day. Dans le Nord, on a évidemment le réseau Milieu qui est beaucoup impliqué. Ici, on a Kiloutou, on a ADO, donc qui est le groupe de Leroy Merlin. On a Decathlon qui a fait énormément de choses, notamment au niveau du sport. Voilà. Donc il y a énormément d'une manière ou d'une autre, de structures qui se sont impliquées. Des fois, elles se regroupent entre elles, quand elles sont proches ou quand elles sont dans une zone ensemble, elles peuvent se regrouper entre elles. Et donc il y a plein d'entreprises. Donc Noroto par exemple, qui est dans une zone avec beaucoup d'autoroutes, de siège social, a fait réussir avec la DIR, la direction des routes, a fait fermer une bretelle d'autoroute pour dire bah, on va nettoyer cette bretelle d'autoroute à l'occasion du World Cup 2 par les équipes de Noroto. Donc voilà, il y a des beaux projets. Et puis ces gens-là qui ont nettoyé la bretelle d'autoroute se rendent compte de volume de déchets, puis quand ils retournent chez eux et qu'ils travaillent dans le magasin, bah, ils font avancer les choses sur cette thématique-là et comment on fait en sorte pour, à la source, changer les choses. Donc finalement, c'est un bel outil de mobilisation des équipes et surtout un outil pour créer du déclic, des prises de conscience concrètes. J'aimais bien le terme, la mobilisation par l'action. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de signer une pétition. Et c'est la différence entre les gens, c'est on veut que ça bouge, et quand on veut être compté dans le mouvement, dans les gens qui participent, c'est parce que tu mets des gants et que tu travailles, tu te baisses. C'est pas parce que tu as signé un papier, on va pas te dire le nombre de gens qui ont signé, c'est facile de signer des papiers. C'est des gens qui ont agi, quoi. C'est ça vraiment. Si on parle de bilan, est-ce que vous avez en tête le bilan de World Cleanup Day 2021 en France? Oui, alors souvent c'est des ordres de grandeur parce que les chiffres sont voilà, sont pas extrêmement importants à la virgule près, et surtout il y a beaucoup de chiffres qui sont difficilement mesurables. Alors sur l'ordre de grandeur, on a 150 000 personnes à peu près qui ont participé en 2021. On est monté à plus de 200 000 personnes pour certaines années avant le Covid. On a sur à peu près 4000 événements qui ont été organisés et déclarés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des événements, c'est pour ça qu'on a du mal à compter. On voit plein de choses qui se passent, puis après on se rend compte que ils sont pas du tout indiqués sur le site internet, donc on n'utilise pas tout. Et puis après il y a la question des tonnages, mais la question des tonnages on a du mal à mesurer. Alors, sur quelques chiffres intéressants, 8 millions de mégots, si je sors quelques chiffres comme ça, ou 90 000 masques qu'on a fait en 2021, mais l'important encore une fois, c'est la partie de la sensibilisation, parce que l'impact est beaucoup plus important sur les déchets qu'on va réussir à éviter suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre du World Cleanup Day, plutôt que de nettoyer le jour du World Cleanup Day. Donc c'est très important. Et puis encore une fois, si vous avez quelqu'un qui ramasse plein de mégots, et comme je l'ai fait la première année, j'avais Kiloutou qui m'avait prêté une grosse machine, un tractopelle, où je déplaçais des carcasses de caravanes cramées, bah forcément mon tonnage, je battais tous les records. Mais c'est pas c'est pas du tout plus méritant ce que j'ai fait que ceux qui ont passé la journée à ramasser des mégots. Donc le tonnage est pas vraiment un volume intéressant. Enfin, voilà. Le nombre de participants est intéressant. Et ce qu'on cherche aussi à faire, qui est très important pour nous, je suis un peu provoquant là-dessus, mais faire ramasser des déchets avec des écolos, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun intérêt en fait. Donc des gens qui sont sensibilisés, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on est critiqué des fois, parce qu'on parle à des gens des entreprises qui peuvent être considérées comme le diable. Mais c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer les choses auprès des gens qui sont loin des sujets, qui ont besoin d'avancer.
Parce que si c'est un groupe d'écolos et qu'on devient un grand groupe d'écolos de 200 000 personnes qui chaque année ramassent entre guillemets la merde des autres, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc on cherche vraiment à aller chercher des nouvelles personnes, des jeunes, on est très axé sur la jeunesse, pour qu'ils s'emparent des sujets et que ça devienne le leur à la suite, quoi. Mais pas des gens déjà sensibilisés, ça nous intéresse pas d'aller, voilà. L'objet n'est pas de ramasser, l'objet est de sensibiliser. Finalement, d'où l'intérêt de fédérer des entreprises sur ces sujets-là, parce qu'une entreprise va toucher tout type de personnes, du dirigeant au collaborateur, avec tout type de niveau d'implication dans l'écologie. Donc c'est vrai que c'est peut-être des cibles intéressantes pour vous. Sur le sujet des déchets, on voit que de plus en plus de médias, de réseaux sociaux parlent de la question des déchets. Selon vous, quelle en est la raison? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant? Ce serait quoi les grandes problématiques autour des déchets que notre société doit traiter? Il y a plusieurs sujets, plusieurs conjonctions en fait qui arrivent sur la thématique. Un des sujets est la sensibilisation, entre guillemets. Les médias se sont emparés de l'impact. Quand on a commencé à montrer des poissons, des tortues, qui étaient en train de mourir, des oiseaux, de ce sujet-là, quand on va montrer la réalité de ce qui se passe dans les océans, dans le fond des océans, les poubelles qu'on a créées. Et, on a une petite anecdote, on est partenaire de certains navigateurs qui traversent le monde tout seul sur un bateau. Et à l'époque, quand on était navigateur en solitaire, on partait loin de l'humanité et on allait se retrouver au milieu d'un océan, loin de l'humain. Et on était seul face à la mer, à la grandeur de la nature, etc. Et en fait, ces gens-là nous disent, on ne sait plus faire ça, parce que quand on est au milieu de l'océan, on est face aux déchets des êtres humains. Et on croise partout, en plein milieu de l'océan Atlantique, des déchets plastiques qui flottent et qui sont par l'être humain. Donc on est forcément connecté à l'être humain et on a colonisé par nos déchets l'ensemble de la planète. Et donc à force de voir ça, je pense que ça a choqué de plus en plus de monde en disant waouh, on est quand même allé loin. Et effectivement, on est allé très loin sur la thématique. Après, il y a des sujets très pragmatiques. C'est que les déchets, ça coûte. Ça coûte à traiter. Il y a de plus en plus de taxes, il y a de plus en plus de choses par rapport à ça. Et puis aussi, on se rend compte que un emballage, on l'a acheté au départ. Donc, quand on arrive à supprimer les emballages, c'est aussi un intérêt, par exemple, pour l'entreprise de dire, si mon client est d'accord pour plus prendre l'emballage, je vais plus en mettre. Si on prend une boulangerie, par exemple, elle les paye les sacs pour mettre les petits pains. Donc, si les gens viennent avec leur sac à vrac dans les boulangeries, c'est pas à gagner pour la boulangerie, ça lui sert à rien. Donc, il y a un intérêt pour aussi les entreprises. Donc, quand on met tous ces intérêts-là bout à bout, alors toujours dirigé parce que le client est roi dans le capitalisme, hein, donc si le client est d'accord pour jouer au jeu de on est la transition quoi, et ça fonctionne. Donc des fois c'est la loi qui dit on interdit les sacs plastiques, et puis des fois c'est les clients qui disent allez chiche, maintenant j'ai mon petit lunchbox, mon petit tout ça et Alors selon vous, pourquoi les entreprises doivent-elles se mettre à la réduction des déchets? En fait, c'est le principe de l'économie circulaire et de la responsabilité. Je parlais de RSE. C'est de la responsabilité. Avant, on avait besoin de quelque chose, on disait, on fait un appel d'offres, qui c'est qui l'a, je suis prêt à le payer. Et qui c'est qui me le vend pour le moins cher. Et c'est le rapport qu'on avait avec les fournisseurs. Et puis derrière, une fois qu'on avait fini d'utiliser les trucs, on a dit, je dégage, je veux plus savoir où ça va, je m'en fous, je le mets dans une poubelle et ça dégage, je me fous d'où ça va. Donc on est dans une économie linéaire où chacun se démerde, et puis il y a des fois du service public à la fin ou au début qui fait ce qu'il peut pour essayer de gérer les ressources ou de gérer les déchets. Et maintenant on a dit alors, il va y avoir une conscience du truc, c'est-à-dire que quand vous faites venir quelque chose, il y a un impact, et quand vous dégagez quelque chose, il y a un impact. Donc dans cette responsabilité-là, il faut se dire comment je gère. Et c'est lié aussi à l'économie. Question-là. Si on fait en sorte de mieux maîtriser ce qu'on fait venir et qu'on réduit ce qu'on fait partir, c'est autant d'argent aussi qui est économisé pour l'économie. Donc cette gestion des déchets entre guillemets, déchets en fait c'est compliqué comme terme parce que est-ce que nous-mêmes quand on mange et qu'on crée des déchets quand on va aux toilettes, est-ce que c'est des déchets? C'est juste une partie d'un cycle. Il y a la nature qui va s'emparer de ce que nous on appelle déchets parce que c'est des parties qui nous intéressent pas, et la nature s'en empare et elle, ça l'intéresse, et elle le remet dans un cycle et ça finit par revenir pas dans l'alimentation parce que la nature sait très bien faire ça et équilibrer tout ça. Donc est-ce que les déchets ne sont pas ce qu'on appelle des matières premières secondaires
Parce que moi, quand si on parle de l'entreprise, quand l'entreprise, quand on a produit de l'huile végétale, qu'on en a fait des frites à un moment donné, dans sa tête, elle a dit bah c'est bon, j'ai fait mes frites, j'ai un déchet maintenant, débrouillez-vous. Mais en fait, pour moi, c'est pas un Donc ça, déchet, c'est c'est le ma cas matière première. de ce que vous faites avec l'entreprise Géco. C'est avec l'entreprise, voilà. Donc en fait, cette matière première-là, c'est de dire, bah, on peut le qualifier de déchet, mais maintenant, on travaille sur la sortie du statut de déchet dans la loi. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un déchet, c'est juste qu'il poursuit son cycle et va servir à quelqu'un d'autre comme matière première. Et donc, cette notion de déchet devrait disparaître. C'est un déchet parce qu'on a inventé un truc que la nature sait pas gérer, qu'on ne gère pas, comme un morceau de plastique qui finit dans la nature. La nature sait pas le gérer. On l'a rendu presque increvable, ce morceau de plastique, hyper résistant, parce que c'est l'intérêt du plastique. Mais on n'a pas fini la boucle. Donc finalement, le déchet plastique, si on arrive à le recycler, bah, c'est plus un déchet plastique. C'est juste un moment de sa vie. Donc il rentre dans une boucle. Donc la notion de déchet peut disparaître si on dit, bah, on se sert, on fait partie d'un cycle, et on est juste un morceau du cycle. Bon, je viendrai vous interviewer pour l'économie circulaire, alors. Si on parle des entreprises, est-ce que vous auriez des conseils pour les ressourcer sur comment s'y prendre sur la réduction des déchets? Qu'est-ce qui vous semble facteur clé de succès sur la réduction des déchets, mais que ce soit durable au sein d'une entreprise? Le premier sujet, et c'est un sujet global hein, surtout, c'est la mobilisation des personnes. C'est la médiation, ce qu'on appelle la médiation, et les structures qui sont spécialisées là-dedans. Imposer un changement, faire subir un changement à des gens qui n'ont pas compris ce qui se passe, c'est foutu d'avance. C'est foutu. Et donc, il faut travailler à comment on va conduire les salariés à en arriver à être partie prenante et être fiers de l'action qui va se construire. Et donc, soit ils arrivent à le faire elles-mêmes, soit elles font appel à des structures qui savent faire ça, mais ça existe. Mais il faut vraiment qu'elles conduisent un mouvement au sein de l'entreprise pour que les salariés deviennent les propres militants de l'entreprise en disant oui, il y aura plus de gobelets à la cafette. Oui, quand on va faire des produits, il y aura plus de packaging, malgré tout ce qu'on a appris à l'école en disant il faut un beau packaging, etc. Decathlon, si je prends encore cet exemple, ils ont des ingénieurs unpackaging. Et moi je trouve ça génial quand ils m'ont sorti ça, c'est que maintenant leurs ingénieurs ils travaillent à faire en sorte qu'il n'y ait plus de paquets. Et ils sont allés tellement loin en disant je ne veux plus d'étiquette, et c'est la loi qui leur empêche de ne plus avoir l'étiquette. Ils sont obligés d'avoir une étiquette plutôt que de graver sur le produit lui-même les informations. Ils voudraient vendre des skateboards en marquant l'étiquette gravée sur le skateboard pour que quand on achète le skateboard, on n'ait pas le petit fil plastique avec la petite étiquette en machin, parce qu'en fait, elle sert à rien. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre le code barre directement? Donc, ils essaient de travailler là-dessus, et en fait, finalement, ils sont tellement allés loin qu'ils sont bloqués par la loi on n'a pas écrit la loi à l'époque de cette manière-là pour les étiquettes, et donc ils doivent faire du lobbying pour avancer. Donc, ce qui fait que ça devient une culture, et donc chez eux, ils ont une culture de gens qui disent, voilà. Mais ça s'est construit, c'est pas un dirigeant qui a débarqué du jour au lendemain en disant, bon, maintenant vous arrêtez ça, vous faites autrement, et puis c'est comme ça. Donc, ils ont embauché des gens qui avaient envie, ils se sont dit, trouvez-moi des solutions, on implique les gens par cette démocratie, et c'est extrêmement important, parce que dire à tout le monde, on arrête le papier, tous ceux qui ont l'habitude de faire du papier, c'est compliqué, c'est subi, c'est de la tension sociale, etc. Et on retrouve le sujet du conflit entre le social et l'environnemental, malheureusement, alors que ça devrait travailler les pairs. Et comment motiver les troupes sur ces changements d'organisation au quotidien? Ce serait quoi les leviers? Les premiers leviers, c'est de la prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai quand vu personne qui disait je m'en fous, la plage est dégueulasse, je m'en fous, je vais m'allonger les déchets, je me fous que... Il y a personne qui dit ça. Donc ils arrivent à s'en accommoder à partir d'un moment où ils mettent des œillères. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir ouvrir les œillères en disant on va travailler ce sujet-là. On va aller dans un endroit, et le World Club Day est un exemple, hein, on va aller mettre les mains dedans. On parle de tel endroit, on parle de la plage. Vous adorez le surf, je reprends l'exemple de Decathlon, vous adorez le surf, vous adorez le paddle, vous adorez le canoë, course à pied, etc. Et ben on va y aller, mais on va regarder dans quel est l'environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Et là, on se rend compte que quand on fait du footing, on se balade on court au milieu des déchets, quoi. Et là, voilà, petit à petit, on avance là-dessus. Donc la prise de conscience, encore une fois, du monde dans lequel on est,
et de dire aux gens, bon, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Faut pas penser et réfléchir à leur leur apporter toutes les réponses. Il faut les faire transiter, cheminer vers ces solutions pour qu'ils puissent se dire j'ai envie, la manière dont j'ai envie de le faire c'est celle-là, etc. Encore une fois, toujours la démocratie est toujours extrêmement importante, plutôt que de faire appliquer bêtement les choses aux gens. Si je me trompe pas, le Working Update se décline aussi en version numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, la petite histoire est assez rigolote parce que ce qui s'appelle maintenant le digital, ça s'appelle le cyber working day au départ jusqu'à maintenant, et maintenant on l'appelle le digital. On l'a créé au moment du confinement. On devait arriver en 2020 et puis on était en train de travailler pour rien parce qu'on s'est dit on n'aura pas le droit de se regrouper, on n'aura pas le droit de faire des clean-up. Et en fait, notre association fait ça toute l'année. Elle travaille à mobiliser les entreprises pour qu'il se passe un truc. Et si au moment donné, il se passe rien parce qu'on n'a pas le droit de sortir, et ben on a travaillé pour rien. Donc on s'est dit, bah voilà, on a un des bénévoles qui est impliqué dans l'informatique, qui a dit, bah pourquoi pas les données numériques. Et donc il a piloté la chose, et puis on a lancé ce programme, et donc c'est devenu, au début on l'a fait en même temps, en 2020, que le Working Day comme solution de secours. Donc, bah, si tu peux pas sortir, tu peux toujours nettoyer ton ordinateur. Et puis en fait, c'est devenu, on l'a apporté, parce que là c'est la France qui est leader ce coup-ci, on l'a apporté au mouvement mondial de Let's Do It, qui est le mouvement qui a lancé le Working Day, on a dit bah est-ce qu'on ferait pas ça? Et en fait, le mouvement mondial a commencé à y réfléchir. Alors la France, on est encore loin devant parce qu'on a pris de l'avance sur la thématique, mais et ça, on a décidé, donc eux ils ont dit on va l'appeler Digital Cleanup Day parce que digital ça parle plus que cyber dans le monde entier, une question de culture. Donc c'est la 3e semaine de mars. Donc c'est 6 mois dans décalé du Working Day. Donc tous les 6 mois maintenant on a un événement. Et là l'objectif c'est de nettoyer les données numériques. Et qu'il y a une petite, enfin deux petits trucs qui sont différentes, c'est le fait qu'on est presque tout seul devant son ordinateur pour nettoyer, alors qu'au Working Day on se regroupe. C'est plus atypique de dire, on le fait, hein, c'est-à-dire qu'on réunit les gens tous avec leur ordinateur et on nettoie nos mails ensemble. Mais bon, c'est un peu moins spontané, donc on essaie quand même de garder cette culture-là. Et la grosse différence, et c'est pour ça qu'on nos chiffres nous montrent qu'on arrive à plus mobiliser sur le cyber, le digital cleanup, parce que maintenant, depuis quelques années, parce que en fait c'est nos déchets et ça impacte nos vies. Donc c'est des déchets que moi-même j'ai produits parce que ma boîte mail est pleine, et nettoyer sa boîte mail pour que le PC il aille plus vite, pour que nettoyer son PC, en fait ça nous profite à nous-mêmes. Donc forcément il y a un intérêt supplémentaire au digital parce que tout le monde en a déjà, et puis parce que ça va aider le téléphone à aller plus vite, parce que ça va réduire la consommation de mon téléphone, de mon PC, et ainsi de suite. Donc on arrive à mieux mobiliser parce que ça implique les gens avec leurs propres déchets. Et en quoi c'est intéressant ou important de nettoyer ces boîtes mail? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en fait, tout le numérique, on le voit pas. C'est là, c'est un peu comme les déchets, c'est que quand on sort dans l'océan, on les voit pas, c'est loin, ils sont dans les buissons, on regarde pas forcément. Et là, c'est pareil pour le numérique, en fait. On consomme du numérique à gogo, et c'est ce qu'on nous vend, et c'est magnifique. Et en fait, on a les derniers nouveaux téléphones qui sont des téléphones de ouf. Quand on prend une photo, on a une définition qui fait 4 fois l'écran de cinéma. Ça n'a aucun intérêt. Même dans le cinéma, on n'utilise pas de la définition de 4 fois l'écran de cinéma. Mais on a des téléphones qui font ça maintenant. Et puis, pour pas perdre la photo, on la synchronise sur des serveurs qui portent une image qui fait 4 fois l'écran d'un cinéma. Et ce serveur-là, pour être sûr qu'on perd pas les données de ses clients, a un autre serveur à côté miroir qui sauvegarde la photo qui fait 4 fois l'écran d'un cinéma. Et pour faire fonctionner ces serveurs, enfin, déjà pour faire exister ces serveurs, on a pris des métaux rares pour fabriquer les composants électroniques des serveurs. Et puis, on consomme de l'énergie parce que tous ces trucs-là qui tournent à fond, ils produisent de la chaleur et ils consomment de l'énergie. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est qu'en fait, il y a un impact environnemental du numérique qui est très important. Et le pire, ça reste les téléphones portables, hein, les terminaux. Et ça, c'est un impact qui est très très important parce qu'on a appris à le changer très régulièrement, parce qu'il y a des offres, parce qu'il y a le marketing qui fait que. Et en fait, l'impact environnemental du téléphone est assez monstrueux. Donc voilà, donc c'est important parce que derrière il y a un impact caché environnemental et climatique puisque on consomme de l'énergie, biodiversité aussi parce qu'on consomme des ressources de la planète, etc., etc. Donc la question c'est où pose-t-on le curseur, comme pour les déchets, hein, de la futilité.
À quel moment donné on bascule dans dans le snobisme, dans la bourgeoisie, dans le fait de j'installe ça, je stocke plein de trucs, etc. J'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Donc, à un moment donné, on se pose, est-ce que tu es sûr que la photo que tu as pris d'un vélo que tu avais voulu acheter il y a 5 ans dans un magasin, tu as besoin de continuer à la stocker sur 3 clouds en même temps? Est-ce que tu peux pas passer dessus en disant, cette photo, elle ne servira jamais, en fait. Et puis, en fait, quand on fait ça tout le monde en même temps, on libère énormément de place, ce qui permet à des gens de ne pas acheter de nouveaux serveurs parce que les gens se disent qu'ils ne servent à rien. Sympa, merci pour ces précisions. Dernière question, avez-vous une actualité à venir avec l'association World Cleanup Défense, notamment la date du prochain clean-up? Ça, la date, ça sera le 17 septembre cette année, et puis la suivante, ça sera donc 6 mois plus tard pour le mois de mars, donc le troisième donc en fait, c'est la troisième semaine de mars 2023. Donc là, le 17 septembre 2022. Donc sur le clean-up des déchets en septembre et sur le clean-up des données en mars. Et donc ça, vous pouvez aller sur le site worldcleanupday.fr pour avoir et inscrire vos événements, parce que si vous voulez faire des événements, faire participer vos entreprises, allez sur le site internet, vous aurez tout est expliqué, voilà. Et vous pouvez inscrire votre événement et on vous verra sur la carte et les gens pourront venir. Vous pouvez inscrire vos événements privés aussi, hein. Et bien, mon entreprise participe mais ne reçoit personne, mais au moins on sait que vous existez. Et surtout, nous, on pourra compter vos résultats. Donc, on en a besoin de ça. Et puis, préparer le Digital Cleanup pour 2023 aussi. Et là, c'est le site actuel on n'a pas encore migré, mais c'est cyberworldcleanupday.fr. Et là, vous trouverez aussi des informations assez faciles là-dessus. Merci Julien Pilette pour cet échange très enrichissant. Je retiens que World Cleanup Day, c'est vraiment l'occasion de mobiliser les troupes et donner envie à tous les collaborateurs de se lancer dans la réduction des déchets. Donc rendez-vous le 17 septembre 2022 ou sur le site worldcleanupday.fr pour aller creuser toutes ces informations. Merci à vous. Merci. De plus, l'association du World Cleanup Day. Oui, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est très vaste et très complexe. Sur le World Cleanup Day, c'est une dynamique qui est mondiale et où surtout ce qu'il faut bien spécifier et qu'on spécifie à chaque fois, c'est qu'on n'invente rien. Le fait de ramasser des déchets et d'organiser des ramassages de déchets, ça existait depuis des dizaines d'années sous multiples formes. Et la nouveauté qui est arrivée en 2018, c'est que le monde entier a décidé de se synchroniser sur une seule journée parce que c'est une problématique qui est mondiale, les déchets n'ont pas de frontières. Et donc ça vient d'Estonie, où un mouvement existait national chaque année. Ça s'est déplacé dans plusieurs autres pays de l'Est, et puis au fur et à mesure, la synchronisation qui a été programmée le 15 septembre 2018. Et à cette occasion-là, en France, on n'avait pas de dynamique suffisante pour dire on va faire participer la France à ce mouvement mondial. Et donc nous, on s'est regroupé à plusieurs personnes et puis on s'est dit chiche, on va le faire. Et donc on a créé l'association World Cleanup Day France, pour laquelle on a relayé le mouvement mondial sur le territoire français, tout simplement. Ok. Et qu'est-ce qu'on y fait au World Cleanup Day? Est-ce que vous pouvez préciser en gros ce que c'est concrètement et comment peut-on participer à World Cleanup Day? Comment ça s'organise? Alors le World Cleanup Day, c'est encore une fois une journée de synchronisation. C'est le troisième week-end de septembre où on se concentre sur ce sujet-là. L'idée pour nous n'est pas, on n'est pas des geeks entre guillemets du déchet ou du déchet dans la nature. C'est pas toute l'année où on se met à ramasser. C'est de se dire, on a un moment donné où dans notre planning, dans notre vie, dans laquelle on doit être heureux à faire plein de choses, où on parle de ce sujet-là. Et nous, on se concentre sur un des week-ends de l'année où on invite la population de se synchroniser avec toutes les cultures du monde, toutes les religions, tous les fuseaux horaires, pour se dire, aujourd'hui, on est tous synchro pour se dire, on a un vrai sujet. Et donc notre sujet à nous, c'est de synchroniser les gens pour les mettre en avant parce qu'il y a des gens qui font ça depuis des dizaines d'années, mais qu'on ne voit pas. Et donc on imagine qu'il n'y a pas de déchets sur les plages, mais en fait s'il n'y a pas de déchets sur les plages en France, c'est parce qu'il y a des gens qui les ramassent. Et ils savent pas forcément communiquer. L'objectif du World Cleanup Day, c'est de mettre en lumière par l'action tout ce qui existe. Alors d'un côté, nettoyage des déchets, et surtout de l'autre côté, mise en place de solutions. Donc nous, on est là pour sensibiliser au sujet en disant, vous savez, la planète est dans un sale état à cause des déchets qu'on retrouve dans la nature. C'est issu des activités humaines. On ne vise pas une personne ou une autre, ou une structure ou une autre. On dit c'est un problème global de société et de culture, et tous les sujets doivent avancer. Donc toutes les personnes, les entreprises, les politiques qui sont sensibles à cette problématique s'en emparent
à l'occasion du World Cleanup Day pour dire on fait une action concrète. Et c'est l'occasion de parler de solutions aussi concrètes. Donc ceux qui font du zéro déchet expliquent que pour que ça n'arrive plus, on peut mettre en place plus de zéro déchet. Il y a des entreprises qui disent moi j'ai supprimé les emballages, donc c'est l'occasion d'organiser un clean-up pour supprimer les emballages. Et il y a des entreprises qui se sont dit on va essayer de faire avancer les sujets, on en parlera dans notre entreprise en faisant un clean-up concret pour faire du team building, de fédérer les gens. Il y a 1000 manières de le faire. On se fait fort que ce soit une fête, un amusement, c'est très important. On n'est pas là pour ramasser la merde des autres. C'est pas vraiment l'approche qu'on a, parce que c'est les critiques qu'on a en disant voilà, c'est pas moi qui l'ai jeté par terre, donc c'est pas moi qui vais le ramasser. On est là pour se dire on veut faire partie de la solution, et si on n'agit pas et qu'on regarde et qu'on râle, il se passera rien du tout. Donc on y va, on va à la fête, on fait des barbaques, on fait des concerts, on a des partenaires musicaux, etc. Donc il y a vraiment, c'est à un moment donné festif pour qu'on avance vers un meilleur sur cette thématique-là. Et donc ça c'est très important. Et surtout on n'est pas clivant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, on a une approche très positive, on n'est pas en train de dire l'ennemi c'est lui, le danger c'est ça, on n'est pas là pour faire du lobbying en montrant du doigt les mauvais faiseurs. On laisse faire ça à qui veut, et c'est comme ça qu'on fédère des gens qui sont complètement différents. On a des chasseurs autant que des véganes qui participent. Ils ont évidemment pas le même discours derrière en disant c'est la faute de qui. Mais ça c'est leur problème et c'est leur discours. Mais l'important c'est que tout le monde se dise on a ce problème-là. Et à partir du moment où tout le monde est d'accord sur le constat, on fait avancer le résultat et nous on croit à la démocratie. Plus on en parlera, plus les solutions intelligentes auront de la chance d'émerger, et dans tous les cas la société fera le prix entre le greenwashing et puis la réalité des problèmes. Alors, parlez-nous du World Cleanup Day au sein des entreprises. Comment ça se passe concrètement? Que peut faire une entreprise pour lancer un World Cleanup Day au sein de sa structure? Est-ce que vous avez des exemples de réalisation aussi à témoigner? Alors, juste un petit peu sur la sémantique, c'est le World Cleanup Day, c'est l'événement mondial, et les événements qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle des clean-up, donc des opérations de nettoyage. Donc en fait ces clean-up ils peuvent être organisés par exemple par des entreprises, et l'entreprise peut avoir différentes manières de s'en emparer. Elle peut s'en emparer en disant je propose à un client d'organiser un clean-up, je propose à un team building de se faire, donc avec mes collaborateurs en interne en disant on va nettoyer le parking, on va nettoyer les alentours de l'entreprise ensemble, et c'est l'occasion de faire du team building, donc se fédérer, on se croise tout le temps dans les couloirs mais on n'a jamais rencontré, donc c'est l'occasion de faire du social entre nous, d'apprendre à se connaître. C'est l'occasion la RSE de faire connaître des actions aussi par intermédiaire de ce genre d'actions en l'intérieur de l'entreprise. C'est l'occasion de l'ouvrir aussi à d'autres. C'est pas forcément que tourné vers le client, ça peut être à l'intérieur de l'entreprise, mais on accepte les autres à l'intérieur de cette opération. Ça peut être avec des clients, comme je dis, ça peut être avec des fournisseurs, ça peut être avec des partenaires, ça peut être avec son banquier, ça peut être avec des autres dirigeants. On fait des clean-up qu'on appelait le clean-up de décideurs, où on prenait des grands dirigeants d'entreprise, on leur disait on va ramasser la merde concrètement, on va arrêter de discuter, et vous, qui êtes payé très cher et qui avez des grosses responsabilités, vous allez vous baisser pour ramasser les déchets. Donc là on l'a fait, ils ont accepté de participer. Il y avait des dirigeants aussi politiques qui étaient dans le coup de ce clean-up de décideurs, mais voilà, donc ce qui fait qu'on a voulu que tout le monde à tout niveau dans l'entreprise puisse s'engager. Et l'objectif, c'est de la sensibilisation, encore une fois, par l'action, parce que quand les gens sont travail et ont la tête dans le guidon dans leur boulot, quand ils sortent, qu'ils côtoient dans un moment festif les collaborateurs, et puis qu'ils se mettent à ramasser en disant mais c'est vraiment dégueulasse ici. Waouh! Et en fait, la première fois qu'on fait un clean-up, la semaine suivante, on scanne le sol avec, on voit des déchets partout. Et l'important, c'est ça, c'est qu'on veut qu'on revoie les déchets. Ce qui fait que quand on retourne au boulot, puis qu'on vous dit, bon alors, comment on va faire le packaging du nouveau produit, et on espère que les gens se mettent à réfléchir en disant, j'ai fait un clean-up, j'ai vu des plastiques dehors qui servent à rien, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une étiquette? Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les morceaux de plastique? Et c'est ça qu'on cherche à faire avancer pour que, à l'intérieur des structures, voilà, les gens qui ont des choses à proposer soient mieux accueillis. C'est pour ça qu'on a voulu faire un clean-up des décideurs, la RSE et ainsi de suite. Et faire avancer le sujet. Et nous, on contrôle plus à ce moment-là. Nous, l'idée, c'est que on lance une dynamique et après chacun s'en empare comme il a envie de le faire. Donc, un petit employé n'a pas un grand pouvoir de décision.
lève la main dans son entreprise, il dit moi j'organiserais bien un clean-up à l'occasion du World Clean-up Day, est-ce que je peux le faire au nom de l'entreprise? On lui dit ok vas-y, et en fait il peut avoir un pouvoir énorme parce qu'il va réussir à mobiliser plein de gens qui vont s'y intéresser, qui peuvent venir avec leur famille aussi, souvent on fait venir les familles dans les clean-up de l'entreprise, et puis ça se met à avoir de l'impact, et là on se met à avoir du pouvoir, même si on n'a pas de pouvoir dans cette hiérarchie. Et vous avez en tête des exemples d'entreprises qui se sont saisies du sujet et qui ont eu des répercussions intéressantes après? Il y en a énormément, et c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est que on n'en sait rien en fait de la suite. C'est que le sujet nous échappe complètement. Et de temps en temps, on croise des gens en disant ah bah oui, il s'est passé ça, et puis quand on tire, on se rend compte que bah ça a germé à l'occasion du World Clean-up Day, que ça a permis d'en faire truc. Mais en fait, on peut pas tenir un carnet sur tout ce qui se passe. Alors oui, on a fait des clean-up à la Défense, dans les grandes tours en pied de la Défense, avec les politiques étaient là à cette occasion-là aussi. Les grands dirigeants sont descendus des tours pour nettoyer les mégots qu'il y avait à la Défense, et ainsi de suite. Derrière, il y a eu des trucs qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas, mais ils ont supprimé les gobelets dans les tours, dans les appareils, dans les distributeurs, et des petits trucs comme ça qui peuvent être, mais qui sont les premières étapes, voilà. À la Défense, il y avait Allianz, par exemple. Il y a la Massif aussi qui participe beaucoup à Paris, qui s'est énormément engagé sur le World Clean-up Day. Dans le Nord, on a évidemment le réseau Milieu qui est beaucoup impliqué. Ici, on a Kiloutou, on a ADO, donc qui est le groupe qui est de Leroy Merlin. On a Decathlon qui a fait énormément de choses, notamment au niveau du sport. Voilà. Donc il y a énormément d'une manière ou d'une autre, de structures qui se sont impliquées. Des fois, elles se regroupent entre elles, quand elles sont proches ou quand elles sont dans une zone ensemble, elles peuvent se regrouper entre elles. Et donc, il y a plein d'entreprises. Donc, Noroto, par exemple, qui est dans une zone avec beaucoup d'autoroutes, de siège social, a fait réussir avec la DIR, la direction des routes, a fait fermer une bretelle d'autoroute pour dire, bah, on va nettoyer cette bretelle d'autoroute à l'occasion du World Clean-up Day par les équipes de Noroto. Donc, voilà, il y a des beaux projets. Et puis ces gens-là qui ont nettoyé la bretelle d'autoroute se rendent compte de volume de déchets, puis quand ils retournent chez eux et qu'ils travaillent dans le magasin, bah, ils font avancer les choses sur cette thématique-là et comment on fait en sorte pour, à la source, changer les choses. Donc finalement, c'est un bel outil de mobilisation des équipes et surtout un outil pour créer du déclic, des prises de conscience concrètes. J'aimais bien le terme, la mobilisation par l'action, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de signer une pétition. Et c'est la différence entre les gens, c'est on veut que ça bouge, et quand on veut être compté dans le mouvement, dans les gens qui participent, c'est parce que tu mets des gants et que tu travailles, tu te baisses. C'est pas parce que tu as signé un papier, on va pas te dire le nombre de gens qui ont signé, c'est facile de signer des papiers. C'est des gens qui ont agi, quoi. C'est vraiment, si on parle de bilan, est-ce que vous avez en tête le bilan du World Clean-up Day 2021 en France? Oui, alors souvent c'est des ordres de grandeur parce que les chiffres sont sont pas extrêmement importants à la virgule près, et surtout il y a beaucoup de chiffres qui sont pas sont difficilement mesurables. Alors sur l'ordre de grandeur, on a 150 000 personnes à peu près qui ont participé en 2021. On est monté à plus de 200 000 personnes pour certaines années avant le Covid. On a sur à peu près 4000 événements qui ont été organisés et déclarés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des événements, c'est pour ça qu'on a du mal à compter. On voit plein de choses qui se passent, puis après on se rend compte que ils sont pas du tout indiqués sur le site internet, donc on n'utilise pas tout. Et puis après il y a la question des tonnages, mais la question des tonnages on a du mal à mesurer. Alors, sur quelques chiffres intéressants, 8 millions de mégots, si je sors quelques chiffres comme ça, ou 90 000 masques qu'on a fait en 2021, mais l'important encore une fois, c'est la partie de la sensibilisation, parce que l'impact est beaucoup plus important sur les déchets qu'on va réussir à éviter suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre du World Clean-up Day, plutôt que de nettoyer le jour du World Clean-up Day. Donc c'est très important. Et puis encore une fois, si vous avez quelqu'un qui ramasse plein de mégots, et comme je l'ai fait la première année, j'avais Kiloutou qui m'avait prêté une grosse machine, un tractopelle, où je déplaçais des carcasses de caravanes cramées, forcément mon tonnage, je battais tous les records. Mais c'est pas c'est pas du tout plus méritant ce que j'ai fait que ceux qui ont passé la journée à ramasser des mégots. Donc le tonnage est pas vraiment un volume intéressant. Enfin, voilà. Le nombre de participants est intéressant. Et ce qu'on cherche aussi à faire, qui est très important pour nous, je suis un peu provoquant là-dessus, mais faire ramasser des déchets à des écolos, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun intérêt en fait.
Donc les gens qui sont sensibilisés, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on est critiqué des fois, parce qu'on parle à des gens des entreprises qui peuvent être considérées comme le diable. Mais c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer les choses auprès des gens qui sont loin des sujets, qui ont besoin d'avancer. Parce que si c'est un groupe d'écolos et qu'on devient un grand groupe d'écolos de 200 000 personnes qui chaque année ramassons entre guillemets la merde des autres, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc on cherche vraiment à aller chercher des nouvelles personnes, des jeunes, on est très axé sur la jeunesse, pour qu'ils s'emparent des sujets et que ça devienne le leur à la suite, quoi. Mais pas des gens déjà sensibilisés. Ça nous intéresse pas voilà. L'objet n'est pas de ramasser, l'objet est de sensibiliser. Finalement, d'où l'intérêt de fédérer des entreprises sur ces sujets-là, parce qu'une entreprise va toucher tout type de personnes, du dirigeant au collaborateur, avec tout type de niveau d'implication dans l'écologie. Donc c'est vrai que c'est peut-être des cibles intéressantes pour vous. Sur le sujet des déchets, on voit que de plus en plus de médias, de réseaux sociaux parlent de la question des déchets. Selon vous, quelle en est la raison? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant? Ce serait quoi les grandes problématiques autour des déchets que notre société doit traiter? Il y a plusieurs sujets, plusieurs conjonctions en fait qui arrivent sur la thématique. Un des sujets est la sensibilisation, entre guillemets. Les médias se sont emparés de l'impact. Quand on a commencé à montrer des poissons, des tortues, qui étaient en train de mourir, des oiseaux de ce sujet-là, quand on va montrer la réalité de ce qui se passe dans les océans, dans le fond des océans, les poubelles qu'on a créées. Et, on a une petite anecdote, on est partenaire de certains navigateurs qui traversent le monde tout seul sur un bateau. Et à l'époque, quand on était navigateur en solitaire, on partait loin de l'humanité et on allait se retrouver au milieu d'un océan, loin de l'humain. Et on était seul face à la mer, à la grandeur de la nature, etc. Et en fait, ces gens-là nous disent, on ne sait plus faire ça, parce que quand on est au milieu de l'océan, on est face aux déchets des êtres humains. Et on croise partout, en plein milieu de l'océan Atlantique, des déchets plastiques qui flottent et qui sont par l'être humain. Donc on est forcément connecté à l'être humain et on a colonisé par nos déchets l'ensemble de la planète. Et donc à force de voir ça, je pense que ça a choqué de plus en plus de monde en disant waouh, on est quand même allé loin. Et effectivement, on est allé très loin sur la thématique. Après, il y a des sujets très pragmatiques. C'est que les déchets, ça coûte à traiter. Il y a de plus en plus de taxes, il y a de plus en plus de choses par rapport à ça. Et puis aussi, on se rend compte que un emballage, on l'a acheté au départ. Donc, quand on arrive à supprimer les emballages, c'est aussi un intérêt, par exemple, pour l'entreprise de dire, si mon client est d'accord pour plus prendre l'emballage, je vais plus en mettre. Si on prend une boulangerie, par exemple, elle les paye les sacs pour mettre les petits pains. Donc si les gens viennent avec leur sac à vrac dans les boulangeries, c'est pas à gagner pour la boulangerie, ça lui sert à rien. Donc il y a un intérêt pour aussi les entreprises. Donc quand on met tous ces intérêts-là bout à bout, alors toujours dirigé parce que le client est roi dans le capitalisme, hein, donc si le client est d'accord pour jouer au jeu on est la transition quoi, et ben ça fonctionne. Donc des fois c'est la loi qui dit on interdit les sacs plastiques. Et puis des fois c'est les clients qui disent allez chiche, maintenant j'ai mon petit lunchbox, mon petit peu tout ça et Alors selon vous, pourquoi les entreprises doivent-elles se mettre à la réduction des déchets? En fait c'est le principe de l'économie circulaire et de la responsabilité. Je parlais de RSE, c'est de la responsabilité. Avant, on avait besoin de quelque chose, on disait, on fait un appel d'offres, qui c'est qui l'a, je suis prêt à le payer, et qui c'est qui me le vend pour le moins cher. Et c'est le rapport qu'on avait avec les fournisseurs. Et puis derrière, une fois qu'on avait fini d'utiliser les trucs, on a dit, je dégage, je veux plus savoir où ça va, je m'en fous, je le mets dans une poubelle et ça dégage, je me fous d'où ça va. Donc on est dans une économie linéaire où chacun se démerde, et puis il y a des fois du service public à la fin ou au début qui fait ce qu'il peut pour essayer de gérer les ressources ou de gérer les déchets. Et maintenant, on a dit, alors, il va y avoir une conscience du truc. C'est-à-dire que quand vous faites venir quelque chose, il y a un impact, et quand vous dégagez quelque chose, il y a un impact. Donc, dans cette responsabilité-là, il faut se dire, comment je gère? Et c'est lié aussi à l'économie. Question-là. Si on fait en sorte de mieux maîtriser, ce qu'on fait venir et qu'on réduit ce qu'on fait partir, c'est autant d'argent aussi qui est économisé pour l'économie. Donc, cette gestion des déchets, entre guillemets, déchets en fait c'est compliqué comme terme parce que est-ce que nous-mêmes quand on mange et qu'on crée des déchets quand on va aux toilettes, est-ce que c'est des déchets? C'est juste une partie d'un cycle.
Il y a la nature qui va s'emparer de ce que nous on appelle déchets parce que c'est des parties qui nous intéressent pas, et la nature s'en empare et elle, ça l'intéresse, et elle le remet dans un cycle et ça finit par revenir dans l'alimentation parce que la nature sait très bien faire ça et équilibrer tout ça. Donc est-ce que les déchets ne sont pas ce qu'on appelle des matières premières secondaires? Parce que moi, quand si on parle de l'entreprise, quand l'entreprise, quand on a produit de l'huile végétale, qu'on en a fait des frites, à un moment donné, dans sa tête, elle a dit bah c'est bon, j'ai fait mes frites, j'ai un déchet maintenant, débrouillez-vous. Mais en fait, pour moi, c'est pas un Ça, déchet, c'est c'est le ma cas matière première. de ce que vous faites avec l'entreprise Géco. C'est avec l'entreprise, voilà. Donc en fait, cette matière première-là, c'est-à-dire, on peut le qualifier de déchet, mais maintenant, on travaille sur la sortie du statut de déchet dans la loi. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un déchet, c'est juste qu'il poursuit son cycle et va servir à quelqu'un d'autre comme matière première. Et donc, cette notion de déchet devrait disparaître. C'est un déchet parce qu'on a inventé un truc que la nature sait pas gérer, qu'on ne gère pas, comme un morceau de plastique qui finit dans la nature. La nature sait pas le gérer. On l'a rendu presque increvable, ce morceau de plastique, hyper résistant, parce que c'est l'intérêt du plastique. Mais on n'a pas fini la boucle. Donc finalement, le déchet plastique, si on arrive à le recycler, bah, c'est plus un déchet plastique. C'est juste un moment de sa vie. Donc il rentre dans une boucle. Donc la notion de déchet peut disparaître si on dit bah on se sert, on fait partie d'un cycle et on est juste un morceau du cycle. Bon, je viendrai vous interviewer pour l'économie circulaire alors. Si on parle des entreprises, est-ce que vous auriez des conseils pour les ressourcer sur comment s'y prendre sur la réduction des déchets? Qu'est-ce qui vous semble facteur clé de succès sur la réduction des déchets, mais que ce soit durable au sein d'une entreprise? Le premier sujet, et c'est un sujet global hein, surtout, c'est la mobilisation des personnes. C'est la médiation, ce qu'on appelle la médiation, et les structures qui sont spécialisées là-dedans. Imposer un changement, faire subir un changement à des gens qui n'ont pas compris ce qui se passe, c'est foutu d'avance. C'est foutu. Et donc il faut travailler à comment on va conduire les salariés à en arriver à être partie prenante et être fiers de l'action qui va se construire. Et donc soit ils arrivent à le faire elles-mêmes, soit elles font appel à des structures qui savent faire ça, mais ça existe. Mais il faut vraiment qu'elles conduisent un mouvement au sein des entreprises pour que les salariés deviennent les propres militants de l'entreprise en disant oui, il y aura plus de gobelets à café, oui, quand on va faire des produits, il y aura plus de packaging, malgré tout ce qu'on a appris à l'école en disant il faut un beau packaging, etc. Decathlon, si je prends encore cet exemple, ils ont des ingénieurs unpackaging. Et moi je trouve ça génial quand ils m'ont sorti ça, c'est que maintenant leurs ingénieurs ils travaillent à faire en sorte qu'il n'y ait plus de papier. Et ils sont allés tellement loin en disant je ne veux plus d'étiquette, et c'est la loi qui leur empêche de ne plus avoir l'étiquette. Ils sont obligés d'avoir une étiquette plutôt que de graver sur le produit lui-même les informations. Ils voudraient vendre des skateboards en marquant l'étiquette gravée sur le skateboard pour que quand on achète le skateboard, on n'ait pas le petit fil plastique avec la petite étiquette en machin, parce qu'en fait elle sert à rien. Donc est-ce qu'on peut pas mettre les codes barres directement? Donc ils essaient de travailler là-dessus, et en fait finalement ils sont tellement allés loin qu'ils sont bloqués par la loi qui on n'a pas écrit la loi à l'époque de cette manière-là pour les étiquettes, et donc ils doivent faire du lobbying pour avancer. Donc ce qui fait que ça devient une culture, et donc chez eux ils ont une culture de gens qui disent voilà. Mais ça s'est construit, c'est pas un dirigeant qui a débarqué du jour au lendemain en disant bon maintenant vous arrêtez ça, vous faites autrement, et puis c'est comme ça. Donc ils ont embauché des gens qui avaient envie, ils se sont dit trouvez-moi des solutions, on implique les gens par cette démocratie, et c'est extrêmement important parce que dire à tout le monde on arrête le papier, tous ceux qui ont l'habitude de faire du papier, c'est compliqué, c'est subi, c'est de la tension sociale, etc. Et on retrouve le sujet du conflit entre social et l'environnemental malheureusement, alors que ça devrait travailler les paires. Et comment motiver les troupes sur ces changements d'organisation au quotidien? Ce serait quoi les leviers? Les premiers leviers, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai quand vu personne qui disait je m'en fous, la plage est dégueulasse, je m'en fous, je vais m'allonger les déchets, je me fous que... Il y a personne qui dit ça. Donc ils arrivent à s'en accommoder à partir d'un moment où ils mettent des œillères. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir ouvrir les œillères en disant on va travailler ce sujet-là. On va aller dans un endroit, et le World Club Day est un exemple, hein, on va aller mettre les mains dedans. On parle de tel endroit, on parle de la plage.
Vous adorez le surf, je reprends l'exemple des Décathlon, vous adorez le surf, vous adorez le paddle, vous adorez le canoë, course à pied, etc. Et ben on va y aller, mais on va regarder dans quel est l'environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Et là, on se rend compte que quand on fait du footing, on se balade on court au milieu des déchets, quoi. Et là, voilà, petit à petit, on avance là-dessus. Donc la prise de conscience, encore une fois, de le monde dans lequel on est, et de dire aux gens, bon, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Faut pas penser et réfléchir à leur leur apporter tout de suite des réponses. Il faut les faire transiter, cheminer vers ces solutions pour qu'ils puissent se dire j'ai envie, la manière dont j'ai envie de le faire c'est celle-là, etc. Encore une fois, toujours la démocratie est toujours extrêmement importante, euh, plutôt que de faire appliquer bêtement les choses aux gens. Si je me trompe pas, le Working Update se décline aussi en version numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, en fait, la petite histoire est assez rigolote parce que ce qui s'appelle maintenant le digital, ça s'appelle le cyber working day au départ jusqu'à maintenant, et maintenant on l'appelle le digital. On l'a créé au moment du confinement. On devait arriver en 2020 et on était en train de travailler pour rien parce qu'on s'est dit on n'aura pas le droit de se regrouper, on n'aura pas le droit de faire des clean-up. Et en fait, notre association fait ça toute l'année. Elle travaille à mobiliser les entreprises pour qu'il se passe un truc. Et si au moment donné, il se passe rien parce qu'on n'a pas le droit de sortir, et ben on a travaillé pour rien. Donc on s'est dit, bah voilà, on a un des bénévoles qui est impliqué dans l'informatique, qui a dit, bah pourquoi pas les données numériques. Et donc il a piloté la chose, et puis on a lancé ce programme, et donc c'est devenu, au début on l'a fait en même temps, en 2020, c'est le Working Day comme solution de secours. Donc, bah, si tu peux pas sortir, tu peux toujours nettoyer ton ordinateur. Et puis en fait, c'est devenu, on l'a apporté parce que là c'est la France qui est leader ce coup-ci. On l'a apporté au mouvement mondial de Let's Do It, c'est le mouvement qui a lancé le Working Day. On a dit bah est-ce qu'on ferait pas ça? Et en fait, le mouvement mondial a commencé à y réfléchir. Alors la France, on est encore loin devant parce qu'on a pris de l'avance sur la thématique. Et ça, on a décidé. Donc eux, ils ont dit on va l'appeler Digital Climate Day parce que digital, ça parle plus que cyber dans le monde entier, une question de culture. Donc c'est la 3e semaine de mars. Donc c'est 6 mois dans décalé du 29 mai. Donc tous les 6 mois maintenant on a un événement. Et là l'objectif c'est de nettoyer les données numériques. Et qu'il y a une petite, enfin les deux petits trucs qui sont différentes, c'est le fait qu'on est presque tout seul devant son ordinateur pour nettoyer, alors qu'au Working Day on se regroupe. C'est plus atypique de dire, on le fait, hein, c'est-à-dire qu'on réunit les gens tous avec leur ordinateur et on nettoie nos mails ensemble. Mais bon, c'est un peu moins spontané, donc on essaie quand même de garder cette culture-là. Et la grosse différence, et c'est pour ça nos chiffres nous montrent qu'on arrive à plus mobiliser sur le cyber, le digital clean-up, parce que maintenant, depuis quelques années, parce que en fait c'est nos déchets. Et ça impacte nos vies. Donc c'est des déchets que moi-même j'ai produits parce que ma boîte mail est pleine, et nettoyer sa boîte mail pour que le PC il aille plus vite, pour que nettoyer son PC, en fait ça nous profite à nous-mêmes. Donc forcément il y a un intérêt supplémentaire au digital parce que tout le monde en a déjà, et puis parce que ça va aider le téléphone à aller plus vite, parce que ça va réduire la consommation de mon téléphone, de mon PC, et ainsi de suite. Donc on arrive à mieux mobiliser parce que ça implique les gens avec leurs propres déchets. Et en quoi c'est intéressant ou important de nettoyer ces boîtes mail? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en fait, tout le numérique, on le voit pas. C'est un peu comme les déchets, c'est que quand on sort dans l'océan, on les voit pas, c'est loin, ils sont dans les buissons, on regarde pas forcément. Et là, c'est pareil pour le numérique, en fait. On consomme du numérique à gogo, et c'est ce qu'on nous vend, et c'est magnifique. Et en fait, on a les derniers nouveaux téléphones qui sont des téléphones de ouf. Quand on prend une photo, on a une définition qui fait 4 fois l'écran de cinéma. Ça n'a aucun intérêt. Même dans le cinéma, on n'utilise pas de la définition de 4 fois l'écran de cinéma. Mais on a des téléphones qui font ça maintenant. Et puis, pour pas perdre la photo, on la synchronise sur des serveurs qui portent une image qui fait 4 fois l'écran d'un cinéma. Et ce serveur-là, pour être sûr qu'on perd pas les données de ses clients, a un autre serveur à côté miroir qui sauvegarde la photo qui fait 4 fois l'écran d'un cinéma. Et pour faire fonctionner ces serveurs, enfin, déjà pour faire exister ces serveurs, on a pris des métaux rares pour fabriquer les composants électroniques des serveurs. Et puis, on consomme de l'énergie parce que tous ces trucs-là qui tournent à fond, ils produisent de la chaleur et ils consomment de l'énergie. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est qu'en fait, il y a un impact environnemental du numérique qui est très important. Et le pire, ça reste les téléphones portables, hein, les terminaux. Et ça, c'est un impact qui est très très important parce qu'on a appris à le changer très régulièrement, parce qu'il y a des offres, parce qu'il y a le marketing qui fait que. Et en fait, l'impact environnemental du téléphone
C'est assez monstrueux. Donc voilà, donc c'est important parce que derrière, il y a un impact caché environnemental et climatique, puisque on consomme de l'énergie, biodiversité aussi parce qu'on consomme des ressources de la planète, etc. Donc la question c'est où pose-t-on le curseur, comme pour les déchets, hein, de la futilité. À quel moment donné on bascule dans le snobisme, dans la bourgeoisie, dans le fait de j'installe ça, je stocke plein de trucs, etc. J'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Donc à un moment donné, on se pose, est-ce que tu es sûr que la photo que tu as pris d'un vélo que tu avais voulu acheter il y a 5 ans dans un magasin, tu as besoin de continuer à la stocker sur 3 clouds en même temps? Est-ce que tu peux pas passer dessus en disant cette photo elle ne servira jamais en fait? Et puis en fait, quand on fait ça tout le monde en même temps, on libère énormément de place, ce qui permet à des gens de ne pas acheter de nouveaux serveurs parce que les gens se font des trucs qui ne servent à rien. Sympa, merci pour ces précisions. Dernière question, avez-vous une actualité à venir avec l'association World Cleanup Défense, notamment la date du prochain clean-up? La date, ça sera le 17 septembre cette année, et puis la suivante, ça sera 6 mois plus tard pour le mois de mars, donc le troisième clean-up en tête, mais c'est la troisième semaine de mars 2023. Donc là le 17 septembre 2022, donc sur le clean-up des déchets en septembre et sur le clean-up des données en mars. Donc ça, vous pouvez aller sur le site worldcleanupday.fr pour avoir et inscrire vos événements, parce que si vous voulez faire des événements, faire participer vos entreprises, allez sur le site internet, vous aurez tout qui est expliqué, voilà. Et vous pouvez inscrire votre événement et on vous verra sur la carte et les gens pourront venir. Vous pouvez inscrire vos événements privés aussi, hein. Évidemment, l'entreprise participe mais ne reçoit personne, mais au moins on sait que vous existez. Et surtout, nous, on pourra compter vos résultats. Donc, on en a besoin de ça. Et puis, préparer le Digital Cleanup pour 2023 aussi. Et là, c'est le site actuel on n'a pas encore migré, mais c'est cyberworldcleanupday.fr. Et là, vous trouverez aussi des informations assez faciles là-dessus. Merci Julien Pilette pour cet échange très enrichissant. Je retiens que le World Cleanup Day, c'est vraiment l'occasion de mobiliser les troupes et donner envie à tous les collaborateurs de se lancer dans la réduction des déchets. Donc rendez-vous le 17 septembre 2022 ou sur le site worldcleanupday.fr pour aller creuser toutes ces informations. Merci à vous. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!